sont partout. On ne les voit que quand ils prolifèrent. Ils se développent à la surface des organismes, sur notre corps, sur les animaux, les plantes, les aliments. Il y en a des bons et des moins bons, voire toxiques. Les champignons. Ils ont des pouvoirs extraordinaires car ils s'adaptent à l'environnement. Chaleur, humidité, obscurité, comme aucun autre organisme sur Terre. Allons voir dans l'œil du microscope pour comprendre les mystères de la moisissure. On cherche ici à décrypter les secrets de la résistance, de l'adaptation des champignons ou des levures en vue de développer des procédés, des stratégies qui vont permettre soit de détruire ces champignons qui présentent un risque pour notre santé ou nos aliments, ou au contraire, on va chercher à développer des procédés qui vont permettre de conserver dans les meilleures conditions possibles ces champignons ou ces levures qui vont être utilisés pour donner une bonne texture ou un bon goût à nos aliments ou à notre vin. Alors ces champignons microscopiques, lorsqu'ils se développent et prennent de l'importance à la surface des aliments, ils peuvent se rendre visibles à l'œil nu. Et je vais prendre ici pour exemple ce plat en fait, qui contient deux fruits. Donc le premier c'est une clémentine qui a été contaminée par un champignon et ce champignon en fait va progressivement se mettre à recouvrir toute la surface de cette clémentine et on voit d'ailleurs qu'au cours de ce développement il la dégrade. On a également un autre fruit qui est fréquemment contaminé par des champignons, des moisissures, qui correspond aux pommes, qui en particulier sont des pommes qui ne sont pas traitées après la récolte. Et donc on observe très fréquemment des petites taches de ce type-là. Ces taches correspondent au développement d'un champignon qui s'appelle un aspergillus et qui en fait va, au cours de son développement, dégrader progressivement la pomme. Alors ce qui est très important, c'est que ce champignon en se développant produit une toxine qui s'appelle la patuline et qui rend en fait cette pomme impropre à la consommation et qui entraîne finalement des risques pour la santé de ceux qui viendraient la consommer. Alors il existe aussi de bonnes moisissures et pour en trouver en fait il suffit d'aller dans son frigo et si possible d'aller voir au rayon fromage. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir observer l'effet en fait du développement d'une moisissure qui en fait a couvert la surface d'un fromage, ici un fromage de chèvre. Et c'est donc cette moisissure qui va en partie expliquer l'aspect de ce fromage mais aussi son goût. Donc si on représente ici une levure en train de se diviser avec par exemple une petite cellule fille ici, eh bien on trouve à sa périphérie ce qu'on appelle la membrane de la cellule. Et c'est finalement dans cette membrane que se localise une molécule extrêmement intéressante qu'on appelle l'ergostérol et qui est probablement à l'origine du secret de la résistance de ces organismes aux conditions extrêmes auxquelles ils sont exposés, donc sécheresse, lumière intense, chaleur ou froid. La levure et la majorité des champignons sont qualifiés d'anhydrobiotes. En fait, ce terme signifie que ces micro-organismes vont pouvoir se déshydrater et rester vivant pendant la phase de déshydratation. Et lorsque l'on va rapporter de l'eau à ces micro-organismes, les cellules vont regonfler et vont pouvoir reprendre un cycle de vie normal. On a cherché justement à s'intéresser aux particularités membranaires puisque c'est la membrane plasmique qui est la cible principale des contraintes cellulaires qui vont être subies pendant la phase de déshydratation. Et en étudiant cette membrane, nous sommes aperçus qu'il y avait un composant qui était présent en grande quantité qui est l'ergostérol. En modifiant les conditions de culture pour avoir des quantités d'ergostérol moins importantes dans les membranes, nous avons pu montrer que l'ergostérol participe à une déformation optimale lors des phases de variation de volume liées à la déshydratation. Et cet ergostérol a également un rôle antioxydant au niveau de la membrane, ce qui permet notamment donc aux levures de résister à ce traitement de déshydratation. Si on compare maintenant l'ergostérol que l'on voit ici et le cholestérol que l'on voit en dessous, on va retrouver ce noyau stérane. On va retrouver une chaîne aliphatique qui est sur le côté et la grosse différence qui explique notamment le pouvoir antioxydant de l'ergostérol par rapport aux autres stérols, ce sont en fait les deux doubles liaisons que l'on trouve dans le deuxième cycle. Alors si on compare au cholestérol, le cholestérol et de nombreux autres stérols n'ont qu'une seule double liaison et c'est pour cela en fait qu'ils n'ont pas cette capacité antioxydante que présente l'ergostérol.
L'UMR-PAM a développé un réacteur qui permet de recréer et maîtriser les conditions environnementales, lumière, température, humidité. Cela permet à l'équipe des chercheurs de comprendre les résistances des levures aux différentes perturbations environnementales et ainsi les tester et les traiter en fonction de l'objectif final. J'ai ici deux boîtes, avec une boîte qui a été traitée à la lumière et une boîte ici qui n'a pas été traitée à la lumière. Donc elle a été également placée dans le même réacteur mais entourée avec une feuille d'aluminium. Et ce que l'on peut voir, c'est que le traitement que l'on a appliqué sur cette souche de levure va fortement altérer la viabilité des micro-organismes. En fait, le traitement peut être uniquement de la lumière ou alors on peut combiner traitement thermique, lumière et également variation de l'humidité. Ces levures qui ont été produites, donc la biomasse produite, va servir à différentes applications. Donc par exemple, si ce sont des levures d'intérêt qui peuvent être utilisées, eh bien, elles peuvent être concentrées pour en déjà enlever une partie de l'eau, par centrifugation par exemple, et ensuite on peut les sécher par atomisation pour les stabiliser. Et lorsqu'on voudra les utiliser, eh bien, il faudra les réhydrater pour les rendre de nouveau fonctionnels. Le premier enjeu des chercheurs est de conserver les bons champignons que l'on retrouve dans le vin, le fromage ou encore dans la mie du pain. Le séchage par atomisation va consister ici à pulvériser donc le liquide dans une chambre qui est ici et ces fines gouttelettes vont se retrouver en contact avec de l'air qui va être chaud et sec. Et au contact de l'air chaud et sec, elles vont donc se déshydrater, donc perdre leur eau. Pour analyser les cellules, nous avons un outil qui est vraiment très pratique qui s'appelle un cytomètre en flux. Cet appareil va permettre d'analyser 50 000 événements, donc 50 000 cellules en moins de 2 minutes. Donc c'est vraiment très rapide et ça permet d'avoir un très grand nombre d'informations. Et ensuite, donc, nous allons pouvoir ici obtenir directement le pourcentage des cellules qui se trouvent dans chacun des quartiers et donc avoir finalement le pourcentage de cellules vivantes et le pourcentage de cellules mortes. L'intérêt, c'est qu'ensuite nous pouvons faire d'autres analyses et voir par exemple si il y a une différence dans la composition des levures, si les levures mortes par exemple contiennent moins d'ergostérol que les cellules vivantes. Le deuxième enjeu des chercheurs de l'UMR-PAM consiste à détruire les mauvais champignons, ceux qui attaquent nos aliments ou les plantes dans les champs des agriculteurs. Je travaille sur les procédés de décontamination fongique. Donc on a, grâce à un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'études, on a permis de cibler en fait des mécanismes de photooxydation, c'est-à-dire une oxydation générée directement par la lumière et de cibler des parties du spectre de la lumière visible pour spécifiquement cibler les molécules qui nous intéressaient et que l'on souhaitait détruire. Grâce à ça, effectivement, on a développé, et on est encore en train de développer, un procédé de décontamination fongique basé sur la lumière visible. Le but, en fait, c'est simplement d'utiliser quelque chose qui soit non nocif pour la plupart des organismes vivants, donc notamment l'homme, puisqu'il faut qu'il puisse l'appliquer, mais également aussi les autres organismes qui nous entourent. Et tout en arrivant à détruire ces champignons qui posent un certain nombre de problèmes, notamment puisqu'ils vont, ça va être eux qui vont détruire les fruits et les légumes, que ce soit après récolte, pourrir les aliments lorsqu'ils sont chez le consommateur et finalement arriver à une destruction par la moisissure. Des aliments. Ici, nous, on essaie de développer un procédé alternatif qui serait beaucoup plus économique en énergie, qui serait non nocif pour l'utilisateur et à la fin, au final, pour les personnes qui vont finalement consommer l'aliment, puisqu'effectivement, si on utilise des pesticides chimiques, il y a quand même un certain nombre de risques pour la santé. Ce procédé de photooxydation pourrait également remplacer les fongicides chimiques, aujourd'hui largement utilisés par les agriculteurs. La plupart des maladies retrouvées sur les plantes sont des champignons microscopiques. Grâce au procédé de l'UMR-PAM, les agriculteurs pourraient à terme détruire les champignons pathogènes tout en préservant leur culture et la santé des consommateurs. Donc avec ce microscope là, ici, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, être capable d'exciter une partie de la cellule à un endroit particulier dans la cellule
et d'arriver à voir quel est l'endroit le plus efficace pour arriver à détruire la cellule. Mais on est aussi capable de cibler une seule cellule parmi un ensemble de populations. Donc les cellules, c'est ce qu'on voit ici, ces petits cercles qu'on peut voir un petit peu partout, et on va choisir d'en exciter une particulièrement. Donc ici, c'est celle qu'on va entourer en rouge. On va décider de l'exciter donc avec le laser donc qui correspond à une longueur d'onde particulière, c'est-à-dire une partie du spectre de la lumière. Et on va exciter cette cellule qui va réagir. Donc c'est ce qu'on voit en vert, ça correspond à l'oxydation au niveau de la membrane. Et lorsque la cellule va éclater, c'est l'explosion qu'on peut voir ici, en fait, la cellule est définitivement morte.